BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. On se plonge au cœur du marché immobilier. Marie Cœur de Roy, Julien Mouret et Olivier Marin pour m'accompagner. Bonjour à tous les trois. Bonjour Cédric. Olivier Marin, faut-il encore le présenter pour Explorimo, Julien Mouret et Marie Cœur de Roy pour La Vie Imo et BFM Business. Qu'est-ce qu'on se dit en ce moment quand on regarde un petit peu évoluer ce marché, Olivier, les indicateurs, qu'est-ce qu'ils nous racontent en ce moment comme histoire? Il raconte pas mal de choses, on en a eu énormément cette semaine. Tout d'abord, un indicateur qui concerne le marché parisien. Hier, ce sont les notaires franciliens qui ont livré leur note de conjoncture sur l'évolution, en tout cas les actes authentiques de vente entre le mois de novembre et février dernier. On peut dire qu'il y a deux éléments clés. Les ventes décollent et les prix se stabilisent. En fait, les ventes décollent. Elles continuent de décoller, elles se portent très très bien. Et puis c'est beau, hein. On a eu 36 000 ventes de logements anciens en Ile-de-France. Ça représente quoi? Ça représente 19% de hausse par rapport à la même période une année plus tôt. On dit un point fait pas une tendance, mais là c'est un gros point. Non, mais on est au-dessus de la moyenne de ces 10 dernières années, plus 15% pour les maisons, plus 22% pour les appartements. Dynamisme essentiellement qui est marqué à Paris et en petite couronne. Et puis en matière d'évolution des prix, donc sur une année, les prix des logements sont parfaitement stables. Moyenne, toujours, on est à 8 000 € du mètre carré à Paris pour un logement ancien. Et selon les prix des avant-contrats, alors les prix devraient légèrement augmenter en juin. La variation annuelle serait de l'ordre d'1,5%. C'est pas léger quand même pour une augmentation de prix. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, Olivier, mais moi effectivement, quand j'ai regardé les chiffres hier des notaires, j'étais assez étonnée. C'est-à-dire qu'ils vous disent oui, les prix se stabilisent et ils vont rester stables. Et en fait, ils nous disent derrière qu'en juin, ils vont progresser d'1,5% sur un temps. C'est quand même assez... Pour Paris, pour Paris, bien sûr. Oui, c'est quand même pas négligeable et ça traduit en fait la forte reprise des transactions et de cette demande sur le marché parisien. Bon, vous nous avez promis une avalanche de chiffres, alors il y en a d'autres? Une avalanche, non peut-être pas, mais en tout cas l'autre bonne nouvelle, alors on dépasse le cadre de Paris, l'Île-de-France et les taux de crédit. Alors, encore des records. En mars, vous vous rappelez, nous étions à 1,97 pour un taux moyen toute durée confondue. En avril, c'est encore mieux, 1,81%. Bientôt, ils vont nous donner de l'argent. Alors, résultat sans appel, la baisse, alors elle se répercute sur tous les marchés. 1,80 en avril sur le marché de l'ancien, on était à 2,18 en octobre dernier, 1,87 sur le marché du neuf, 1,79 sur le marché des travaux. Conditions donc très avantageuses, on peut aller jusqu'à 1,58 pour un prêt à taux fixe sur 20 ans pour certains emprunteurs. Baisse des taux, alors là c'est meilleur taux qui nous l'indique, entre janvier et avril, qui a permis de gagner pour un emprunt moyen de 200 000 € sur 20 ans, plus de 12 000 €. Le recul des taux de crédit observé donc équivaut, selon l'étude de Crédit Logement CSA, à une baisse des prix de 4% en moyenne, 12% depuis décembre 2013 et 18% depuis fin 2011. Conclusion de l'étude, ça devrait durer longtemps. Le professeur Michel Mouillard, qui est derrière cette étude, dit même qu'en dehors vraiment d'un événement économique majeur, voire que Cuba envahisse les États-Unis, il n'y a absolument aucune raison pour que ça... pas maintenant, ils ont des défilés de mode, ils ont des paquebots et des concerts des Stones. Oui. Non mais c'est intéressant les chiffres que donnait Olivier, notamment sur ce qu'on a gagné en pouvoir d'achat, là, ce que disait Meilleur Taux, mais il y a aussi Vous Financer qui a regardé encore un peu plus loin, sur 5 ans. Ils estiment en gros qu'on a gagné, si ma mémoire est bonne, 50 000 € d'économie sur le coût du crédit, 35 000 € de capacité d'emprunt supplémentaire. C'est quand même incroyable. Et comment ça se fait, tiens, d'ailleurs, on se posait la question, qu'il y ait une différence comme ça entre le taux d'emprunt dans le neuf et le taux d'emprunt dans l'ancien. Finalement, on achète un bien immobilier. Bon, il n'y a pas une différence énorme. Mais beaucoup on série les deux. De toute façon, sur le neuf, vous faites un pari quand même sur l'avenir. Vous n'aurez pas votre logement avant 1 an et demi ou 2 ans. Donc les conditions sont quand même très différentes par rapport à l'achat sur plan, qui est un achat spécifique et qui concerne 5 à 8% du marché, il ne faut pas l'oublier. Voilà donc pour les quelques chiffres qui nous permettent de prendre la température de ce monde immobilier. Marie, les banques, vous les avez regardées aussi parce que l'AFUB va porter plainte contre celles qui refusent les taux négatifs. Oui, on parle des taux excessivement bas, etc. On vous avait parlé des taux négatifs, il y a des Danois, il y a des Belges qui en profitent, etc. Et bien, figurez-vous que l'AFUB, donc l'Association française des usagers des banques, elle représente les clients bancaires, nous dit qu'en fait, il y a plein d'emprunteurs français, quand même beaucoup moins qu'ailleurs, mais qui ont souscrit aussi à des taux variables et qui pourraient aujourd'hui bénéficier de ces taux d'intérêt négatifs. Quand je vous disais qu'ils allaient nous filer de l'argent. Alors, en gros, c'est ça l'idée, c'est que la banque vous paye, vous rémunère pour vous prêter de l'argent. Donc ça paraît incroyable, mais effectivement,
la logique voudrait que ce soit le cas. Or, aujourd'hui, nous dit la FUB, il y a plein de banques qui refusent de le faire. Donc, la FUB nous dit qu'elle a accumulé 438, je crois, plaintes qu'elle a entre les mains aujourd'hui et elle voudrait porter l'affaire en justice. Alors, elle va trancher d'ici le mois de juin pour voir si effectivement elle peut porter ses dossiers, peut-être en accumuler davantage aussi pour éventuellement faire plier ces banques. Après, soyons honnêtes, ça sera difficile d'obtenir gain de cause. Les banques, elles peuvent d'une manière ou d'une autre essayer de faire jouer, on en avait déjà parlé, le code civil en leur faveur. Il faut savoir que le code civil prévoit que tout emprunteur particulier doive rembourser au moins l'intégralité du capital. Autrement dit, on pourrait comprendre que du coup, si on se fait payer par la banque, forcément on remboursera moins de capital. Alors après, du côté de la FUB, on nous explique qu'il y a une grosse différence entre la part qui concerne les intérêts et la part qui concerne le capital. En gros, on estime qu'on peut nous donner de l'argent sur les intérêts tout en continuant à rembourser le capital. Ça sera à la justice de trancher si effectivement l'affaire arrive devant la justice. Ça va mettre du plomb dans l'aile de ceux qui voulaient relancer le crédit à taux variable, non ? Certainement. Enfin, aujourd'hui, il faut rappeler quand même que c'est peanuts cacahuètes. Le oui, non, 0,4% de la production de crédit. Mais elles se protègent les banques quand même. Alors la plupart des banques capent les taux à la hausse comme à la baisse, mais il y a encore des banques qui l'ont pas fait du temps des années 2007-2008 et qui l'ont pas fait, qui sont effectivement avec. En tout cas, qui capaient à la hausse, mais qui capaient pas à la baisse. Julien, dans l'actualité, il y a les propriétaires aussi qui, eux, ne seront pas taxés sur les loyers implicites. Faut rappeler là, parce que les termes. C'est un vieux serpent de mer. Ouais. Alors c'est une taxe sur les loyers fictifs. En gros, c'est une taxe. Donc c'est une taxe sur les loyers que les propriétaires qui occupent leur logement percevraient si ils le louaient. En gros, donc c'est complètement dingue et ça fait des années en fait que ça revient sur le devant de la scène. Et en 2013, c'est donc un conseil d'analyse, le conseil d'analyse économique, le CAE, qui est une instance composée d'économistes et qui est contrôlée par le gouvernement, par le Premier ministre. Et en fait, ils ont dit quoi, ces économistes ? Ils ont dit que ça serait pas mal effectivement de taxer donc ces propriétaires. En clair, je suis propriétaire de mon appartement ou de ma maison, voilà. Je ne paye pas de loyer. Ce qui est logique. Je ne m'auto-paye pas de loyer, donc je vais être taxé. Mais exactement. En plus, à la clé, c'est une manne colossale à l'échelle nationale. Ah bah oui, on imagine. Le montant des loyers implicites est estimé par l'INSEE à plus de 120 milliards d'euros. Donc, il y a un vrai enjeu financier. Et cette idée, en fait, elle n'est pas nouvelle parce qu'elle a été appliquée en France entre 1914 et 1965. Et c'est une idée qui a été une date à laquelle Giscard d'Estaing avait décidé de l'abroger pour justement relancer l'accession à la propriété. Et en 2013, depuis 2013, ces rumeurs folles qui courent sur le web affolent les réseaux sociaux. Et ça a couru tous les salons de coiffure encore tous les jours. C'était une panique totale. Tout le monde parlait de ça. Il paraît que les cyclistes aussi allaient payer le plein d'essence qu'ils ne font pas. Et donc justement, le gouvernement a voulu quand même mettre fin à cette folle rumeur. Donc la semaine dernière, à l'Assemblée nationale, cette rumeur a été démentie par Christian Eckert, le secrétaire d'État au budget, et qui a dit non, la réponse est non. Alors je cite, jamais il n'y a eu le moindre début du commencement de l'étude de cette mesure par un quelconque service de mon ministère. Ce qui est quand même à moitié faux, Julien, parce que moi, de mémoire, j'ai le sentiment que à chaque mandature, on en a parlé. À chaque fois, ça revenait à un moment ou à un autre. Donc, non, parce que Christian Eckert a dit que non. Que Christian Eckert a dit oui, non, mais voilà, c'est quand même. Alors, ça avait été démenti à plusieurs reprises, mais là, l'idée continuait de circuler. Où doit-on investir, Olivier, vu qu'on ne paiera pas de loyer implicite ? Effectivement, j'imagine que vous faites référence là au palmarès des villes où investir d'Explorimo, Explorimo 9. C'est un baromètre en fait chaque année. Alors cette année, le baromètre, on va dire, le podium, en fait, ce sont les valeurs sûres, en fait. Toulouse, Bordeaux et Nantes, voilà pour le tiercé gagnant. Chaque année, on mixe, en fait, différents critères qui sont à la fois économiques, sur l'évolution de la démographie. Comme si en bourse, on disait Air Liquide, la part des étudiants, on parle évidemment de l'évolution des loyers dans le neuf, dans l'ancien, la part des investisseurs. Alors, effectivement, c'est Toulouse qui l'emporte cette année, qui séduit les entreprises et les salariés, les étudiants. Il faut avoir en tête que Toulouse, on est à 2500 € par mètre carré pour un logement ancien en moyenne, 8000 à Paris. Donc après, c'est un choix de vie, mais bon, il faut l'avoir en tête. Des projets porteurs, des nouveaux écoquartiers, des atouts. Et pour ceux qui cherchent de bons placements, il faut se tourner vers les quartiers comme les Carmes, Capitole, Saint-Étienne, qui sont très prisés des jeunes et des étudiants. Il y a aussi les Minimes, Bordeaux-Rouge et Croix-Dorade qui attirent qui offrent beaucoup d'opportunités
qualité. Deuxième Bordeaux. Alors Bordeaux comme Nantes, qui est troisième, bénéficie de la dynamique de l'arc atlantique. On en a beaucoup parlé. Les chantiers notamment reprennent en Aquitaine. On a des prix là qui sont en légère baisse. On est à 3 000 € du mètre carré à Bordeaux, 4 000 € du mètre carré dans le neuf. Et la ville, elle attire les regards, d'autant qu'on aura l'ouverture quand même l'an prochain de la ligne à grande vitesse 2017 qui mettra Bordeaux à 2 heures de Paris. Voilà donc en plus d'un nouveau centre d'affaires, de grands projets. Nantes, modèle de constance, ça ne bouge pas. Et puis, on a des surprises, un peu comme chaque année. Cette année, c'est... Alors, qui vous a particulièrement surpris? Alors, c'est Tours et Reims. Voilà, deux villes qui sont plutôt calmes généralement, mais il faut suivre. Il y a de vraies dynamiques. D'ailleurs, politiquement, que ce soit à gauche ou à droite, il y a des choses qui sont menées dans ces deux villes assez étonnantes depuis maintenant une dizaine d'années. Alors, Tours, tout d'abord, qui se classe 6e, des indicateurs immobiliers bien orientés. On a un prix moyen à 2100 € par mètre carré dans l'ancien. Beaucoup de nouveaux programmes qui ont attiré déjà des investisseurs l'an dernier. La ville n'a pas ménagé ses efforts. Il faut savoir qu'il y a le quartier des Deux Lions à Tours qui est tout nouveau, qui est devenu un quartier à part entière, 2000 habitants, 2000 salariés, 4500 étudiants. Il y a aussi des constructions sur l'écoquartier Montconseil. Il y a des casernes Chauveau et Beaumont qui sont réhabilitées, qui vont être transformées en logements. Enfin voilà, tout ça, ça donne de la dynamique, ça c'est pour Tours. Et puis Reims, 45 minutes de Paris par le TGV, des indicateurs immobiliers intéressants, moins de 2000 € par mètre carré dans l'ancien, beaucoup d'efforts. Il faut savoir que Reims est en train de créer un nouveau centre-ville qui s'appelle le Grand Centre de Reims. Il y aura notamment création d'une salle événementielle de 5000 places, un complexe aqualudique, bassin, piscine, patinoire, reconquête des promenades, amélioration des réseaux de transport. Le cœur de Reims qui est en pleine métamorphose, c'est un projet à 5 ans et ça a de quoi attirer les investisseurs. Eh bien voilà, c'est ce palmarès des villes où investir.